Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club, votre émission hebdomadaire sur Medi 1 TV et Medi 1 TV Afrique. Un menu très riche nous attend ce soir avec au programme bien sûr la série de matchs amicaux. Au programme donc tout au long de cette semaine, vendredi et puis ce soir avec la nouvelle victoire des Lions de l'Atlas du Maroc, un succès cette fois 2-0 face à la formation d'Ouzbékistan après un succès 2-1 contre la Serbie. Et puis on reviendra également sur les résultats des clubs, des sélections plutôt, qui vont croiser le Maroc lors des matchs du premier tour de cette Coupe du Monde. Il sera question également du dossier de candidature de la Coupe du Monde 2026 avec la FIFA qui a publié cette semaine bien sûr les dossiers des deux candidats, des deux protagonistes, le Maroc bien entendu d'un côté et puis le dossier également des États-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique, le dossier tripartite avec aussi les précisions de la FIFA sur bien sûr les modalités du vote et sur également le rôle de cette commission, la fameuse task force qui va décider et noter les deux dossiers. Avec nous pour évoquer tout cela, l'entraîneur national marocain, notre ami Hilal Taher. Bonsoir Hilal. Monsieur, bonsoir. Avec nous également Reda Allali. Reda, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors on va d'abord commencer bien entendu par le plus frais, le plus récent, cette victoire de l'équipe du Maroc face à l'Ouzbékistan. Hilal, parlons d'abord de ce match avant bien sûr de faire le bilan et d'évaluer cette semaine des Lions de l'Atlas et son premier match de Turin. Bon, difficile de sortir des enseignements tellement il y a eu des changements sur le 11 de départ, Hilal, de l'équipe du Maroc. La sélection marocaine continue à enchaîner les victoires. C'est un groupe qui continue de bien vivre ensemble, C'est un groupe qui évolue. On a l'impression qu'ils franchissent un autre palier dans la maturité, dans la discipline. Le même 11 de départ habituel qui commence maintenant à se dégager. Face à la Serbie, c'est une très bonne équipe européenne vu le 11 de départ au coup d'envoi, le sélectionneur national a montré ses ambitions. Il avait l'intention de gagner ce match. À part l'entame de match était peu glorieuse avec peu de profondeur, beaucoup de déchets techniques et un manque de vitesse. Mais après, la sélection marocaine s'est bien installée dans le jeu. On a vu surtout un milieu de terrain, le trio du milieu, c'était très, très, très actif. Avec la paire Al-Ahmadi, Bossofa est une belle association entre un travailleur et un élément créateur. Ouais. Belhanda aussi, c'est un joueur de mouvement. Ziyech, il était égal à lui-même. C'est le meneur du jeu de cette sélection. Boutayeb, il est omniprésent, disponible dans la surface. Amrabat aussi, il ramène beaucoup de vitesse et de percussion. C'est très satisfaisant, mais il n'y a pas beaucoup d'enseignements à retenir vu l'aspect amical de ces deux rencontres. Pas beaucoup de choses à retenir, peut-être surtout au niveau de ce deuxième match, parce que au niveau du premier, c'était la confirmation. C'est ce que d'ailleurs j'ai eu un entretien amical la semaine dernière avec Hervé Renard, et limite pour rire, je lui dis, ces rencontres amicales, en tout cas ce match face à la Serbie, finalement n'aura servi à pas grand-chose, le jeu de mots. Voilà, n'aura servi à pas grand-chose et surtout parce qu'il a confirmé. Avec Serbie, tu vas m'emmener dans des endroits où tu veux pas que j'aille. Non, je veux pas que tu ailles. Alors arrête-moi. Je veux pas que tu ailles. Donc je disais à Hervé Renard en off, ça n'a pas servi à grand-chose puisque ça n'a fait que confirmer ce que tu savais déjà.
Oui, enfin, il n'y a pas que des enseignements qu'on cherche. Il y a des matchs, il y a une équipe à faire tourner, il y a de la confiance à engranger, il y a un étalonnage à trouver. On a joué quand même contre, je parle de la Serbie, on a quand même joué contre une équipe qui s'est qualifiée directement sans passer par les barrages. C'est ce que j'ai compris depuis le début de cette émission, mon cher Reda. Moi, je vous pose des questions sur l'Ouzbékistan, vous me répondez. Et tous les deux, vous êtes mis d'accord sur Parce que c'est un problème, l'Ouzbékistan, à commenter. C'est une équipe faible et dans laquelle tu as fait tourner quasiment tout l'effectif et dont la deuxième mi-temps était très perturbée par le fait que tu avais un nombre infini de changements. Donc c'est difficile, tu perds complètement le fil du match, le liant et tout. Il y a des choses à en tirer, mais tu veux que je te parle de la Serbie ou de l'Ouzbékistan, ce que tu veux. Des deux. Des deux, voilà. On a gagné 2 matchs, c'est déjà bien. 5e victoire d'affilée. 5e victoire d'affilée. Maintenant, on sait très bien où Renard va. Enfin, il faut déjà lui rendre hommage parce que l'équipe a une certaine tenue. Elle a tenu le choc, en particulier le test d'étanchéité contre la Serbie, qui est à un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'on est devant une sélection européenne qui n'avait pas envie de perdre. Je peux te le garantir parce que pour beaucoup de raisons, et qui nous a secoué un petit peu, y compris physiquement, a tenu le choc, tu gagnes. Maintenant, on sait très bien qui sont les titulaires dans la tête de Hervé Renard. On sait très bien comment il va aller en Russie. Voilà. Il y a encore 2, 3, 4 places à chercher. C'est celles qui ont été cherchées dans le deuxième match de l'Ouzbékistan, voilà, où il y avait des portes ouvertes pour peut-être Kabi, Azaro, Harit, Bouffal, etc., pour trouver une place soit dans les 22, soit dans les 11, selon le scénario du match. Si tu es mené, si tu mènes, il y a beaucoup de choses à dire. Et pour terminer, tu as toujours des problèmes individuels. Tu as des postes chez nous qui posent problème et qui n'ont pas de backup. Voilà. Donc déjà, et notamment le fameux poste d'arrière gauche. Et là, je me tourne vers le technicien, notre ami Hilal Taher ce soir. Alors, on a essayé, lors du premier match Hervé, on a essayé Hamza Mendil. Je sais qu'il l'aime beaucoup. Il a accompagné, a été plutôt pas très mauvais lors de la CAN. Entre-temps, il s'est blessé, il joue pas beaucoup. Et là, aujourd'hui, il a dit, même c'est rare de la part d'un entraîneur, lors d'une conférence de presse, carrément de dire Hamza Mendil ne m'a pas du tout aidé, m'a pas du tout plu. Il faudra vraiment qu'il fasse un énorme effort. Donc, on le nommant. Il avait dit aussi sur notre plateau, il avait parlé aussi de Zahar, où il avait dit qu'il n'avait pas convaincu, pas en termes de technique, mais je pense en termes d'investissement plutôt. Mendil, oui, on l'avait vu de toute façon sur le terrain, il y a des limites, il y a beaucoup de limites techniques. C'est un joueur qui joue pas, il est volontaire, il est rapide. On sait que Renard a envie d'avoir des latéraux qui montent. Il y a quand même des limites techniques qui sont énormes. On a l'impression qu'il y a une grande émotivité en plus. Et on voit clairement qu'on n'est pas dans le même niveau. Voilà, d'où Hakimi à l'envers. Ouais. Voilà. Ouzbékistan, il a essayé Hakimi, et l'expression me plaît beaucoup, celle de Reda, je vais l'emprunter. Hakimi joue à l'envers, c'est-à-dire c'est qu'on a limite envie de tourner le poste de télé, ou de tourner le terrain pour qu'il soit vraiment dans sa position naturelle. Pour les deux joueurs, Dacosta aussi et Mendil, ils ne jouent pas dans leur club respectif. C'est ce manque de compétition qui se ressent lorsque on rencontre une équipe de très haut niveau. La Serbie, c'est une équipe de très très haut niveau. Ça d'une part. D'autre part, mais individuellement, Mendil, c'est l'avenir. C'est l'avenir d'un arrière-gauche. Il est encore très jeune. Il n'est pas opérationnel pour le moment. Mais c'est vrai, mais de point de vue technique, il est bon sur l'homme, il est bon sur le duel, il a beaucoup d'impact. Mais c'est un joueur, pas un projet, mais c'est un joueur en fabrication. Voilà, c'est un joueur en fabrication. Il n'est pas opérationnel pour le moment. Voilà. C'est vrai, sur le but qu'on a encaissé aussi, il y avait une succession de petites erreurs. Ouais. Déjà les Ahmadi et Boussoufa se sont télescopés. Il vaut mieux qu'ils répartissent le terrain. Et dans une zone très sensible. Il y a Dacosta qui se jette aussi. Qui se jette. Et en plus, même le placement. Après la perte de balle, le tacle de Dacosta n'a aucune explication. La passivité aussi de Mendil vis-à-vis du passeur Dacosta qui refait un tacle en deuxième mi-temps similaire. Similaire qui risque en plus un pénalty. Pareil. Ouais. Mendil, il est trop passif sur le porteur de balle, sur le passeur décisif. Même l'orientation du corps de Benatia n'était pas idéale. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de Mendil et Dacosta. Certes, ils actuellement n'ont pas le niveau pour faire partie du 11 de départ. Mais en même temps, il risque de faire partie du 11 de départ, tout simplement parce qu'on est en pénurie. C'est-à-dire qu'on sait tous,
Pourquoi on n'aime pas, enfin moi j'aime pas en tout cas moi critiquer Mendy ou critiquer Hakimi quand il est sur son mauvais pied. Parce que c'est des options qui sont imposées un peu par les circonstances. C'est dans cette génération d'aujourd'hui, que ce soit au niveau local ou au niveau expatrié, on n'a pas beaucoup de choix. Donc on accepte et on se contente de ce que Mendy donne, c'est-à-dire beaucoup de cœur, un engagement énorme, et il lui-même est conscient de ses limites. J'en suis convaincu. Hakimi aussi est conscient d'avoir le terrain du mauvais côté de son pied. C'est-à-dire qu'on est condamné à ne pas avoir quasiment de débordement à gauche. On va avoir, nos adversaires vont le savoir, ils savent qu'il va repiquer systématiquement, mais voilà. Mais c'est un peu les circonstances qui dictent ça. Personne, là, moi je connais personne au Maroc, ou même y compris dans les commentateurs sportifs ou les gens qui parlent de foot sur les réseaux sociaux, je connais pas de joueurs qui soit posé comme une alternative crédible. Voilà, tout le monde est là, on sait ce qu'on a. Et même l'aspect amical de la rencontre, il est pour quelque chose. Je m'explique. Parce que inconsciemment, le joueur, il se donne moins. La seule pression qu'ils ont, au final, c'est de faire une bonne performance, d'être performant, d'envoyer des messages positifs aux sélectionneurs. C'est une pression personnelle. Certes, l'envie de gagner est omniprésente, mais les joueurs ne sont pas motivés pour la mettre en valeur. C'est pour ça on ne peut pas retirer, enfin à mon avis, on ne peut pas tirer beaucoup d'enseignements d'une rencontre amicale. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Hein. Bon, maintenant, on sait que Mounir, il y a eu le débat. Mounir joue pas en deuxième division. Yassine Bono, titulaire dans une équipe qui fait une super saison. Et il s'est imposé. Il est 5 ou 6e. Il joue la qualification en Europa League. Il y a eu ce débat. Bon, maintenant, après ces 2 matchs, on sait que Hervé Renard part sur Mounir. À qui il fait confiance. Obligé, Reda, parce que peut-être qu'il voulait changer. Et en l'occurrence, Yassine Bounou s'est blessé. Il ne pouvait pas. Je pense pas qu'il lancerait Yassine Bounou aujourd'hui, même quand il sera rétabli, je pense pas. Il l'aurait fait jouer. Hein. Voilà. L'aurait fait jouer. Voilà. La grande question, savoir sur 2 matchs, il allait jouer un match. Est-ce qu'il allait jouer s'il était apte le premier? C'est la seule question. Numancia étant face à la Serbie. Comme il joue pas à Numancia, on a besoin de lui faire jouer. Voilà. Alors il est pas super en confiance. Hein. On le voit sur les relances au pied. C'est pas du grand Mounir, mais on va partir avec Mounir dans ce soit. Moi, je parle pas de mes options. Hein. Je parle à mon avis, ce que Renard va faire. Renard, les 4 de derrière, on les connaît s'il n'y a pas de blessure. On connaît en tout cas Diarra, c'est sûr. On connaît Benatia, c'est sûr. Romain Seyss est nettement supérieur à Dacosta. Donc s'il va blesser, c'est lui qui joue. Il y a l'incertitude à gauche. Le milieu de terrain, on sait ce qu'on va avoir. On sait très bien qu'on va avoir Bossofa et Ahmadi dans l'espèce de paire. Non, il y a encore des options ouvertes. Il y a des options ouvertes. Je t'assure qu'il n'y a aucune option ouverte au niveau, par exemple, de l'attaque. Ça y est, c'est bouclé, c'est pour Boutaïb. Non, mais je ne parle pas des 11. Là, on joue un match à 14. On joue un match à 14. Est-ce que tu es mené? Est-ce que l'option Harit est intéressante? Est-ce que l'option Kabi autour de Boutaïb peut être intéressante? Est-ce qu'il y a des cartons rouges? Il y a des blessures? Il y a des choses qui se passent dans un match, c'est 3 matchs. Là, je suis d'accord. Voilà, on va jouer avec 15. Bon, il y a 3 remplacements, ça fait 14, mais globalement un groupe de 15 en Coupe du Monde, en moyenne, on joue à 15-16. Voilà, c'est ça. C'est ces 15-16 là qu'on va. C'était les places dans ces 15 qui étaient en train de se jouer. Je pense que le Kabi l'a gagné. Oui. Je pense que voilà, après Harit, etc. Surtout le Kabi. Sur des animations offensives, sur des situations où tu as besoin d'égaliser, où tu as besoin de mettre un peu de folie dans le match. On sait qu'on a des joueurs qui sont techniques, qui sont capables de s'intégrer dans un collectif qui, je suis d'accord avec toi, à la base, est fondé sur Ziyech, Amrabat, Boutaïb, Belhanda, etc. Bon, on connaît par cœur. Voilà. Mais encore une fois, regarde, sur un simple match amical, tu as une blessure, comme celle de Romain Seyss, que je crois qu'elle s'est déclarée pendant l'échauffement. Enfin, une blessure. Voilà, il a un petit malaise. Il s'est senti mal. Voilà, ça peut arriver contre l'Iran, ça peut arriver contre. Voilà. Mais là, par contre, là où je suis inquiet, c'est que les plans B sont sur la ligne défensive. Sur certains postes, en défense. Sur les 4 postes de défense. Les options B sont... Mais pas en milieu de terrain, par exemple. Non, voilà, tu as des options. Ce que je dis, tu as des options. Au niveau de l'attaque, non plus. Tu as des plans B intéressants sur la ligne haute et la ligne médiane. Derrière... on perd vite en qualité quand même entre Seyss et Dacosta, entre Diarra et... Tu as compris ce que je veux dire. Ouais. Oui, donc... Oui, mais ça reste une ligne défensive qui est homogène. Là, je parle de Romain Seyss, la paire Romain Seyss-Benatia. Il y a beaucoup d'homogénéité, beaucoup de complicité. Je pense qu'il va retrouver sa place. À gauche, certainement, Hakimi va retrouver sa place, même s'il n'est pas trop à l'aise.
Et voilà, il n'y aura pas de changement d'ici le début de la Coupe du Monde. Moi, je voudrais vraiment, enfin, je ne sais pas si on l'a peut-être fait dans l'euphorie de la qualification, parce que tout le monde était heureux, donc on a rendu hommage à peu près à tout le monde, de l'entraîneur à la fédération, en passant par le soigneur et les adjoints. Mais quand même, quand on regarde cette équipe contre la Serbie, qu'on voit d'où on est parti, qu'on voit l'implication des joueurs, il faut quand même se dire que la patte de Renard est énorme. Voilà, c'est une équipe qui a mûri très vite. Moi, je veux dire, on n'a pas eu globalement des révélations en termes individuels, si ce n'est l'éclosion de Ziyech qui est arrivé pendant la période Renard et qui est un joueur, un vrai technicien, quoi. C'est un footballeur comme on aime les voir, ça passe sur la tête de Boutayeb, elle est magnifique, je veux dire, dans le timing, dans la. Mais il n'empêche qu'on a des gens qu'on a vus depuis des années. Ahmed, il était là depuis longtemps, Bossofa, Blenda, tous ces gens-là, on les connaît, Dirar, c'est des habitués. Benatia, et il y a une véritable, enfin pour moi, un palier qui a été franchi en termes d'implication, en termes même de jeu collectif, de solidité, d'étanchéité, des espaces. On sent que, moi je le redis, hein, j'ai rarement vu tel progrès aussi rapide. Et ça, c'est à mettre au crédit de Renard. Il faut le dire à chaque fois parce qu'on a quand même l'impression, parce qu'on oublie vite, on oublie d'où on est parti. Voilà, et d'où on est parti, c'était il y a 2 ans. Benatia, quand il parle de mettre de côté la sélection nationale parce qu'il veut donner la priorité à la Juve, c'était il y a 12 mois. C'était pas il y a 2 ans. Voilà, c'était il y a 12 mois. En tout cas, mon cher Reda Hallali parle beaucoup d'étanchéité. Je ne sais pas s'il fait des travaux chez lui en ce moment. Je ne sais pas si c'est là ou c'est là. Les 3 mois de flotte qu'on vient d'avoir. Quand j'arrive à Tanger, c'est mon problème. Voilà, tu arrives à Tanger, tu commences à parler d'étanchéité. Donc, je disais, mon cher Hilal, pour rester sur ce qu'évoque à l'instant Reda, effectivement, la métamorphose de cette sélection. Je pense la principale recrue de l'équipe du football marocain ces dernières années est bien Hervé Renard, et avec bien sûr une réflexion, une philosophie de jeu qui est très très claire. Et d'ailleurs, et comme dit Reda, ces joueurs, on les connaît. Ces joueurs, et comme par exemple les Bossofa, Belhanda, et par exemple Karim Ahmadi Bossofa, il a 36 ans, Ahmadi il a 31 ans. Et c'est des joueurs qui ont est en sélection depuis 2006. Baigné dans et surtout par rapport à leur vécu, les pauvres, ils ont vécu de très longues années limite dans la dépression au niveau de la sélection nationale. C'est la dépression, C'était la dépression et c'est le mot. Avec des contre-performances, des désillusions permanente. Ouais, c'est clair. À l'unanimité, M. Hervé Renard, sa patte, elle est très visible. On l'a senti depuis son arrivée. Il a donné un nouveau souffle à cet effectif un peu vieillissant, un peu sans âme, un peu... Marqué par les défaites. Marqué par les défaites. Il a inculqué des nouvelles valeurs. Il a effacé des individualités. Il a mis le collectif en avant. Il y a beaucoup de choses. Il a aussi un staff qui travaille avec. Il y a aussi le soutien du président de la fédération. L'entourage aussi de l'équipe nationale a été assaini. Il y avait beaucoup de choses aussi qui ont joué en sa faveur. Mais c'est un très bon parcours. Alors moi j'ai une question pour toi, technicien, qui voit des choses qu'on ne doit pas voir, enfin qu'on ne peut pas voir. Pas toujours le cas. Ben, j'espère, parce que sinon... non, moi, autant je suis stupéfait, je le dis, par la transfiguration de Bossofa en fin de carrière, que j'ai toujours trouvé à faible valeur ajoutée, les corners en cloche, tout ça, on connaissait, ça n'a plus rien à voir. Par contre, il y a un joueur, j'ai toujours pas très bien compris en quoi il était extraordinaire, tu vas me l'expliquer, je vais t'écouter, c'est Belhanda. Explique-moi Belhanda. Belhanda, c'est un joueur de mouvement. C'est un joueur qui a un quotient d'intelligence très élevé. Si vous allez revoir les matchs de la sélection, ces déplacements ne se font pas toujours dans le but de recevoir le ballon, mais souvent pour embarquer un adversaire et permettre à un partenaire de progresser avec le ballon ou de recevoir le ballon. Il y a beaucoup de choses. C'est une qualité assez rare chez un milieu de terrain. Belhanda, donc il ne faut pas juger Belhanda avec le ballon. C'est un joueur sans ballon. Ou alors il ne faut pas le juger sur une télé. Sur un poste de télé, il faut le juger sur un terrain. Stade. Et c'est pour ça, c'est intéressant, tu poses la question à un technicien, et c'est un technicien qui... C'est la force tranquille. Autre chose, il a une grande capacité
à absorber le pressing adverse. Excuse-moi. Sans parler de... Time out sur la force tranquille. Belhanda, j'ai quand même souvent l'impression, peut-être pas sur le dernier match, mais qu'il n'est pas loin du rouge, quoi. Quand on regarde ses interventions... Non, je parle du rendement. D'accord, moi je parle du comportement. De son attitude, de ses réactions vis-à-vis des Donc continue, parce que ça arbitrales. m'intéresse. Parce que là, je parlais il est aussi capable, il a une très grande capacité à absorber le pressing adverse. Et on ne doit pas oublier ses projections dans le dernier tiers. Sur la passe qu'il y a, sur l'action du penalty, c'est lui qui déclenche. C'est la passe clé. Parce que les gens retiennent les gens retiennent Ziyech, mais la passe clé, c'est l'avant-dernier passeur. Voilà. C'était Belhanda. Non, mais c'est lui qui enclenche. Non, la passe clé, c'est la dernière. C'est celle qui est compliquée. Non, l'accélération, c'est la passe décisive. Mais si tu revois le but, c'est la rapidité avec laquelle il a ouvert le champ pour... Depuis combien de temps tu n'as pas vu une passe comme ça dans l'équipe du Maroc? Une passe comme ça, longue de l'extérieur, qui arrive sur... C'est très rare. Moi, je veux bien qu'on mette le zoom sur les zones d'ombre, parce qu'on est tellement fort qu'on voit ce que personne n'a vu. Mais à un moment, il faut regarder l'évidence. Cette passe, elle est géniale, Mais on ne compare pas les deux passes. C'est vous qui la comparez, vous avez dit la plus importante. C'est vous qui avez comparé. Non, déjà, on parle de la première action. On ne parle pas de la même chose. Belhanda, il était impliqué dans la première action. Il faut juger Belhanda sur quoi? Sur son jeu sans ballon. D'accord. En plus, tu penses pas qu'il est mis en danger par l'éclosion de... Je pose la question. Amin Harit, par exemple. Il n'y a pas de débat. Mais c'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle parce que la configuration, je pense, l'importance de Belhanda au niveau de cette équipe du Maroc, c'est par rapport aussi au choix stratégique et à la configuration et à la tactique avec laquelle joue cette équipe du Maroc. Parce que là, tu vas jouer contre l'Espagne. Si tu joues avec Amin Harit et tout ça, ça va pas être très solide. Parce qu'on veut d'abord, faut être costaud. C'est être costaud, et ne pas se noyer au milieu de terrain. Parce que n'oubliez pas que aussi le trio du milieu sont complémentaires. Alors moi je pose une autre question sur Ahmadi et Boussoufa. Ils sont capables de défendre sur de grands espaces, alors que par exemple Ziyech, il défend, mais il défend autrement. C'est vrai, son rôle défensif est insuffisant à mes yeux, mais il défend autrement. Il ferme les lignes de passe, il se place intelligemment. C'est une association de qualités différentes qui fait un milieu de terrain très fort, qui est capable de dominer, d'imposer son jeu. Il y a beaucoup de choses. Ça ne doit pas passer inaperçu. Je m'incline devant la science. Tu t'inclines devant la science, tant mieux. Donc les amis, là, il reste... Quoique j'aimerais bien un numéro 10 quand même, qui donne quelques passes décisives, qui marque de temps en temps, comme le font ceux des autres clubs qu'on a l'habitude de voir, qui jouent plus avec le ballon et moins sans ballon. Mais ce qu'on voit classique. Notre milieu est excentré, c'est Ziyech. Et juste, je corrige, bien sûr qu'il porte le numéro 10, mais au niveau de la sélection, c'est pas le numéro 10. Il est plus un 8. Il est plus un 8 qu'un 10. Alors à ce moment-là, le véritable numéro 10, c'est Ziyech. Mais il est excentré, il commence à être excentré aujourd'hui. Les amis, il reste moins de 80 jours avant cette... Tu penses 80 jours d'émission. Coupe du monde, voilà, exactement. Donc voilà, on a des certitudes. Alhamdoulilah. On a des certitudes aujourd'hui. Il faudra juste trouver le soldat Ryan, l'arrière gauche. On sait ce qu'il y a dans la tête de Renard, c'est très clair. On sait qu'il a la main sur son groupe. On sait qu'il y a de la confiance. Bon, maintenant, après, il y a un adversaire dans le foot. Malheureusement, le tirage au sort fait que ces adversaires sont très compliqués. Ouais. En tout cas, sont de niveau théorique, en tout cas pour deux d'entre eux, théoriquement très supérieurs au nôtre. C'est pas faire insulte ni à Renard, ni à l'équipe du Maroc, ni au foot marocain de le dire. Un champion de... Voilà. Mais après, il y a des choses qui se passent. Je vous rappelle que l'Espagne et le Portugal, qui sont très forts, ne sont pas sortis des poules en 2014. Ça arrive. Il y a des moments sans. Il va falloir aussi avoir un petit peu de... J'ai envie de dire, avoir à un moment l'opportunité de jouer sur des méformes adverses. Mais de notre côté, je pense qu'on va faire ce que tous les supporters du Maroc espèrent et attendent de n'importe quelle équipe, c'est être au maximum de ce qu'on peut faire. Voilà, c'est ce qu'on demande à cette équipe. Et je pense que Renard va le faire. Et je pense qu'il est en train de trouver la formule pour le faire. Après, se qualifier, pas se qualifier, battre l'Iran, pas battre l'Iran, faire un exploit contre le Portugal, on l'espère tous. Mais il faut quand même avoir la conscience que ce n'est pas qu'entre nos mains. Il y a des gens en face. Et un tirage au sort, on va le dire un peu vulgairement, dégueulasse. Surtout garder le même état d'esprit. Pour moi, c'est la griffe de marque de cette sélection marocaine. En plus, nous
les supporters, on souhaite que tous les joueurs finissent leur saison dans leur club respectif, sains et saufs. Ça aussi, c'est parce que 80 jours... Et on va souhaiter aussi que les Ronaldo et le Real et le Barça aillent très très loin en Ligue des Champions et finissent aux prolongations, aux pénaltys pour arriver très fatigués. On va espérer ça. Je deviens le premier supporter marocain du Real et du Barça. Ça n'existe pas. Ça, mon cher Reda, c'est vraiment pas très fair play. Ça me rappelle pas l'arbitre, mais le commentateur égyptien lors du match. Alors je leur souhaite une finale. Je suis fair play. Je leur souhaite une finale. La fin de match entre le Portugal et l'Égypte. Il faut quand même se rappeler, juste un petit mot, quand même que les dernières Coupes du Monde ont été marquées, pour moi, par des forfaits des stars, par des sous-performances des joueurs qui avaient porté leur club toute l'année. C'est pas étonnant d'avoir les méga stars du foot européen qui arrivent en juin, qui ont l'air un petit peu émoussés. En tout cas, c'est ce qui est passé dans les 2 dernières ou 3 dernières éditions. En tout cas, avant donc de clôturer cette première partie du club, moi j'ai bien envie de vous faire peur. Vous voulez connaître le résultat du match de l'Espagne contre l'Argentine? On le connaît. 6-1. Ouais. 6-1 pour l'Espagne, dont un triplé disco, 6-1 face à l'Argentine sans Lionel Messi. C'est pas du disco, c'est du hard rock, ça. Sans Lionel Messi, il faut le dire. Un vrai problème. Non seulement sans Lionel Messi, mais il faut dire aussi que Sampaoli, je pense qu'il va avoir, une presse sur le dos. Parce que voilà, il y a des choix qui sont difficiles. Et que tu peux justifier avec les résultats. Comme il n'y a pas de résultats, c'est la dernière chance de Messi de gagner une Coupe du Monde. Si tu t'obstines comme ça. Et là, en l'occurrence, Messi n'était pas là lors de ces 2 matchs de la sélection argentine. Et quand il n'y a pas Messi, un vrai souci des il y a Dybala. Il y a surtout. Il n'y a pas Dybala, je veux dire. Il n'y a pas Dybala, mais après, quand il n'y a pas Messi, il y a un vrai souci d'étanchéité au niveau de la sélection argentine. On se retrouve dans un court instant, les amis, pour vous parler d'étanchéité, de football. Un petit peu. La mécanique des fluides. La mécanique des fluides. À tout de suite. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club. La première, on l'a consacrée à la sélection marocaine. Maintenant, on va un petit peu s'intéresser aux adversaires. L'Argentine écrasée, c'est le mot, par la sélection espagnole. 6-1 à Madrid, au Wanda Metropolitano. Bien sûr, circonstances atténuantes, l'absence de Lionel Messi, mais ceci ne peut pas expliquer tout ce naufrage. Un triplé disco. L'Espagne fait peur, l'Espagne continue de faire peur. Hilal. Ouais, c'est clair, c'est une grande nation de football. C'est une sélection qui semble revenu à son niveau habituel. C'est une équipe qui a subi une cure de jouvence. C'est vrai, il y a les anciens, mais il y a aussi les nouveaux joueurs prometteurs, Isco, Asensio. C'est une équipe qui aime bien monopoliser le ballon, dominer le milieu de terrain, mais vous vous rappelez de la dernière Coupe du Monde, c'était parmi les grandes surprises de cette Coupe du Monde. Et surtout là, l'Espagne vraiment. Alors là, l'Espagne vraiment, elle aura une revanche à prendre. Parce que l'Espagne, là, ils vont être énervés. Pour moi, dans un foot des nations qui est clairement techniquement en dessous de ce qu'on voit aujourd'hui en Ligue des Champions, on a quand même l'impression quand on zappe, d'une semaine sur l'autre entre la Ligue des Champions qui est la Formule 1 du foot, et qu'on arrive aux éliminatoires de la Coupe du Monde, on a l'impression qu'il y a aujourd'hui un foot national, des équipes nationales, qui est moins abouti techniquement, etc. Mais il y a des exceptions. J'en vois 2 en tout cas en Europe, c'est l'Allemagne et l'Espagne, qui sont bâtis en plus autour de 1 ou 2 clubs. Il y a une vraie identité. Ça joue, c'est spectaculaire. Parce que tu vas quand même avoir devant toi, en Coupe du Monde, une majorité d'équipes qui sont un gros bloc. Un gros bloc avec globalement les 2 lignes de 4 en position défensive avec les 2 devant, et
un jeu vertical à l'interception avec un peu de coup de pied arrêté. C'est très basique ce qu'on voit en Coupe du Monde, si on enlève ces grosses équipes. C'est triste quand même ce que tu dis. Mais je te promets que normalement, c'est ce qu'il y a. Parce que nous, on a grandi avec le summum du football, c'est la Coupe du Monde. Mais ce n'est plus le cas. Enfin, en tout cas pour moi, techniquement. Je demande techniquement. Mais pour moi, techniquement, ce n'est plus le cas. Quand tu regardes même les barrages, qui sont des matchs à haute, mais par contre, tu gagnes, ce que tu perds en qualité technique, tu le gagnes en intensité émotionnelle parce que les gens, les peuples, les supporters sont toujours attachés à ça. Et les Sud-Américains l'incarnent bien. Quand tu regardes le Chili, bon, il n'y a pas. Malheureusement, mais bon, quand tu regardes la Colombie, tu regardes l'Argentine, c'est l'Uruguay, où c'est des équipes qui posent toutes leurs tripes. Et ce que tu perds en qualité technique, tu le gagnes en grinta, en spectacle et en émotion, parce que les gens sont derrière ces équipes, encore plus que derrière les clubs qui, eux, se sont encore un peu plus tournés vers le côté un peu capitaliste, etc. Mais pour moi, en tout cas, à part ces deux équipes qui sont au-dessus techniquement, on est dans un foot un peu, tu vois, basique, quoi, là, un peu du plâtre derrière, essayer de gagner, d'améliorer les transitions à l'interception, beaucoup de coups de pied arrêtés, et une star, voilà, ça peut être Ronaldo, Messi, etc., sur lequel on va tout miser devant. C'est pour ça que moi, je suis triste du tirage au sort, parce que pour moi, à part l'Espagne, globalement, sincèrement, j'avais pas l'impression d'être devant des équipes très, très au-dessus. Ouais. C'est vrai que le niveau de la majorité des matchs de la Champions League, c'est plus relevé que même une phase finale de la Coupe du Monde. Revenons à la sélection espagnole, je pense que c'était l'équipe à éviter. Enfin, tout le monde souhaitait l'éviter. Chapeau 2. Lors des tirages au sort. Mais on doit retenir quelques enseignements de l'histoire. Si vous vous rappelez, la défaite face aux Pays-Bas, 5-1, face au Chili, 2-0. Comme par coïncidence. Et surtout, tout le monde est d'accord, on ne va pas aller chercher la qualification face à l'Espagne. On va déjà être qualifié, on va arriver contre l'Espagne. Juste pour rétablir. Le problème, il faut déjà être qualifié, il faut déjà avoir 4 points dans la poche. Ouais. Je parle de établir un plan d'action à l'avance. Ouais. Parce que je disais que les deux défaites, comme par coïncidence, c'était face à un 3-5-2. Ouais. Sampaoli et Van Gaal, ils ont bien préparé un 3-5-2 en allant les chercher très très haut, pour empêcher la relance, et surtout pour ne pas perdre la bataille du milieu. Ça peut donner des idées aux sélectionneurs. Il est mieux placé pour préparer le plan du jeu. Moi, j'ai fini la première partie de l'émission et j'ai commencé la seconde par une mauvaise nouvelle. Là, comme vous avez été sympa et que j'ai l'impression que votre étanchéité est en train de tenir, l'Espagne qui s'impose 6-1, en même temps le Portugal qui chute lourdement, qui sombre carrément face aux Pays-Bas, une défaite 3-0. Je veux juste rappeler qu'à la 90e minute du premier match contre l'Égypte, le Portugal était également mené au score. Donc, on a des certitudes par rapport plus ou moins à 11 de départ. On a aussi des certitudes par rapport à l'adversaire. Il faut aller chercher des points. Je ne suis pas spécialiste sincèrement de la sélection portugaise, mais j'ai quand même l'impression que ce match contre la Hollande, le Pays-Bas, si je ne me trompe pas, s'est joué en Suisse. Ouais. Et si je ne me trompe pas, il y avait beaucoup de titulaires qui manquaient. Oui. Voilà. Mais le premier match contre l'Égypte, moi je trouve cette équipe du Portugal très dure à juger. Parce qu'on peut parler de maintenant jusqu'à après-demain. Je peux vous faire 2 phrases. Les 2 sont justes. Phrase 1. Le Portugal est champion d'Europe. Point. Sans trop convaincre. Voilà. Non, mais c'est une phrase vraie. Avec un jeu très médiocre. Ouais, c'est une phrase vraie. Ouais, dans la même phrase, je peux te dire le Portugal a eu 3 points au premier tour. Et dans n'importe quelle compétition, à part 7 euros, il aurait été éliminé du premier tour. À part 7 euros, on a pris les meilleurs 3e. Dans l'histoire des euros et des Coupes du Monde, à 3 points, jamais tu passes. Les 2 phrases sont vraies, analyse ça comme tu veux, mais c'est vrai. Combien de fois on est sorti, nous, des cannes avec 4 points, avec 3 points Combien de fois? Oui, mais c'est vrai, qualifié difficilement, mais c'est la 4e meilleure attaque des phases éliminatoires. C'est 30 buts inscrits. Champion d'Europe sans convaincre personne, mais c'est champion d'Europe. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, maintenant, la sélection du Portugal est moins dépendante des exploits de Cristiano Ronaldo. Maintenant, avec la montée en puissance des deux Silva, le Milanais, le joueur de Bernardo et le joueur de Manchester City et l'autre Silva le Milanais, maintenant, ils sont moins dépendants. Et ça, c'est le seul point positif, à mon avis. Mais reste une équipe très très moyenne. Il ne faut pas la comparer à la sélection espagnole. Il ne faut pas oublier que c'est des équipes qui sont quand même calibrées globalement pour aller loin dans la compétition. Et qui se retrouvent devant des équipes qui jouent leur finale dans le premier match. On a très souvent, dans les premiers tours, des équipes à des niveaux de forme un peu différents, qui sont marchés dessus par des gens qui jouent leur finale, face à une équipe qui est un peu
décaler dans sa préparation plutôt vers la deuxième, troisième semaine. Et ça donne parfois, très souvent, des matchs un peu déséquilibrés en termes d'intensité. Et la surprise est possible si jamais tu mets les ingrédients qu'il faut. Et moi, je pense qu'ils vont les mettre, les ingrédients qu'il faut. La surprise, elle est possible. Et d'ailleurs, les deux sélections en sortent, que ce soit le Portugal ou la sélection espagnole. Le troisième adversaire du Maroc dans cette Coupe du Monde. Le premier match donc, face à l'Iran. L'adversaire, le match le plus important de la vie même d'Hervé Renard et de l'encadrement de cette équipe du Maroc. S'il y a un match auquel il pense vraiment, c'est ce match contre l'Iran, parce que cette Coupe du Monde peut s'arrêter dès le premier match. Dès le deuxième jour de la Coupe du Monde. Non, dès le deuxième jour de la Coupe du Monde. Parce que, voilà, exactement. Alors l'Iran, bien sûr, elle pense aussi la même chose. La sélection iranienne et son entraîneur Carlos Queiroz, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a préparé que ce match du Maroc. 2 matchs amicaux. Le premier face à la Tunisie, une défaite 1-0. Le deuxième, bien sûr, ce mardi, à Alger, en Algérie, face au Fennec. Une victoire 2-1 et une domination. Et c'est là, on a vu vraiment cette équipe iranienne, avec sa vivacité, avec son jeu et son pressing très très haut, et qui a mis en difficulté cette équipe algérienne. L'Iran va être un très très sérieux client pour cette sélection du Maroc. Je ne sais pas si choisir l'Ouzbékistan, enfin, à part qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, vu que les sélections étaient prises, qu'il n'y avait pas beaucoup de choix sur les matchs amicaux, je ne sais pas si l'Ouzbékistan avait une logique de proximité avec l'Iran, comme l'Iran a joué contre la Tunisie, en pensant que ça ressemble au Maroc. Bon, en tout cas, j'ai pas vu ces matchs. Ils sortent dans le même groupe, ils étaient dans le même groupe et ils jouent en Asie. Après ça s'arrête là. Ça ne veut rien dire. L'Ouzbékistan ressemble au football iranien. Mais le problème de l'Ouzbékistan, c'est qu'ils ne sont pas au même stade de la préparation que nous. C'est ce que je veux dire. Par contre, la Serbie sont qualifiés en Coupe du Monde, ils sont au même niveau. Là, même les objectifs sont similaires. Oui, mais moi, je comprends très bien Queiroz quand il dit que c'est le match qu'il prépare. Parce que c'est un match, tu es quasiment obligé de le gagner. Voilà. Tu es quasiment obligé de le gagner, parce que si tu le perds, c'est fini. Ta Coupe du Monde, elle s'arrête. Tu vas traîner les 2 derniers matchs comme des boulets. Tu vas souffrir parce que tu sais très bien que même moralement, il va y avoir une désunion. Donc tout est là-dedans. Moi, je n'ai pas vu les matchs de l'Iran contre l'Algérie et contre l'Égypte, mais je vais les voir et je t'en parlerai avec beaucoup parce que vraiment, en tout cas, on est en train de voir les moments forts de ces rencontres. Voilà, donc prochain rendez-vous maintenant, ça sera fin mai avec le stage fermé de la sélection marocaine. Ça se passera en Suisse. Il y aura 2, voire même 3 matchs amicaux pour la sélection marocaine. On parle de l'Estonie, on parle aussi de l'Ukraine, juste avant le voyage à Voronezh, là où va séjourner cette équipe du Maroc lors des matchs du premier tour de cette Coupe du Monde. Continue de parler Coupe du Monde, mais maintenant la Coupe du Monde 2026 avec la FIFA, la Fédération internationale de football, qui a rendu public sur son site les 2 dossiers de candidature du Maroc et de United, États-Unis, Canada et Mexique pour cette fameuse Coupe du Monde 2026, avec également le processus qui doit conduire à la désignation du lauréat. Ça se passera le 13 juin, donc à la veille de la Coupe du Monde. Donc en 2 jours, on peut tout gagner ou tout perdre du 13 au 15 avec ce match contre l'Iran. Un processus de désignation qui soulève, Reda, beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. On regarde le sujet, on en parle juste après. Et ce sont les prérogatives de cette commission d'évaluation et son pouvoir d'invalider une candidature qui soulève d'ores et déjà des critiques de la part de la partie africaine et donc marocaine. Une commission d'évaluation de la FIFA composée de 5 personnes, dont les 2 secrétaires généraux adjoints, à savoir Marko Viliger et l'ex-joueur croate Zvonimir Boban. Elle va désormais se rendre sur place au Maroc et en Amérique courant avril. Elle devra noter les 2 dossiers avec le pouvoir d'écarter automatiquement une candidature si elle l'estime insuffisante. La trop grande marge laissée à cette commission d'évaluation, dont les conclusions ne sont même pas susceptibles de recours, est un déni patent de justice et une violation
l'application du principe de double juridiction, estime une source à la CAF. De plus, selon cette même source, les critères d'évaluation auraient été modifiés à moins de 24 heures du dépôt du dossier marocain, comme par exemple la distance maximale entre un stade et un aéroport. La FIFA a tenu à vite réagir et a expliqué que les critères étaient clairement établis dans les documents de candidature publiés en octobre 2017 et n'ont pas changé. Les 207 fédérations membres de la FIFA éliront l'organisateur du mondial 2026 le 13 juin à Moscou, à la veille de l'ouverture du mondial russe. Les membres auront le choix entre 3 bulletins, l'un en faveur du Maroc, l'autre en faveur du trio USA-Canada-Mexique ou encore un troisième bulletin vierge si aucun des deux projets ne les a convaincus. Un autre élément fortement critiqué par certains opposants qui y voient une manœuvre d'Infantino. Voilà pour ces dernières infos concernant bien sûr cette candidature du Maroc. Avant d'en débattre ici en studio, on va aller rejoindre notre consultant, celui qui suit pour nous spécialement cette affaire, en tout cas tout ce qui touche les affaires du football international, la FIFA, la CAF, Hervé Penaud, notre véritable couteau suisse puisqu'il suit beaucoup de choses pour cette émission. Il revient d'abord sur ces petites manœuvre de la FIFA. Bonsoir Hervé. Bonjour les amis. Alors voilà, là, il y a quand même des grandes interrogations sur le futur de Maroc 2026. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai souvent parlé avec vous, le problème, c'est de pouvoir passer le cut. Le cut qui permettra au Maroc d'arriver le 13 juin au vote. Et il se trame quelques petites choses du côté de la FIFA qui ne sont pas très très nettes. Alors bien sûr, il y a cette histoire de cette task force. Qu'est-ce que la task force? C'est en gros 5 individus qui auront le droit de regard sur le dossier marocain et le dossier américain et qui aura le droit au bout d'un moment de dire finalement, suivant certains critères, on n'accepte pas l'un ou l'autre des dossiers. Imaginez le dossier américain qui sera accepté dans tous les cas, et le dossier marocain, évidemment, sur certains critères, ils peuvent tout à fait dire, il a une note éliminatoire, c'est-à-dire moins de 2 sur 5, c'est-à-dire 1 sur 5, sur des thèmes précis qui sont l'hébergement, le transport, les stades, etc. Et ces 5 personnes, évidemment, sont un petit peu proches de Gianni Infantino, président de la FIFA. Ce qui veut dire qu'il va falloir avoir l'œil très très ouvert et faire très attention à ce qu'il n'y ait pas une petite magouille qui mette légèrement de côté le Maroc. Voilà, donc il faut faire très très attention, garder l'œil ouvert. Je reprends les mots d'Hervé Penaud pour qu'il n'y ait pas une petite magouille, parce qu'on a senti quand même ce tollé mené par la CAF, la Confédération africaine de football, qui sent qu'il y a cette véritable, en tout cas, envie de la FIFA qui, n'oublions pas, rappelons-le, la FIFA ne voulait pas qu'il y ait carrément de 2 candidatures et allait attribuer cette Coupe du Monde 2026 lors de sa réunion à Manama au Bahreïn, et c'est grâce au veto et au refus catégorique de la CAF de passer au vote et d'attribuer cette Coupe du Monde au Bahreïn qu'il y a eu cette candidature du Maroc. Aujourd'hui, on sort ces infos et ce mode de vote et ce processus de vote qui, de l'avis de tous, tout ça est fait pour titiller cette candidature marocaine qui, de l'avis de beaucoup de médias internationaux et notamment américains, commence un petit peu à faire peur au dossier United. Non, on savait de toute façon que la FIFA avait un penchant pour les États-Unis, déjà pour commencer, parce que c'est les États-Unis qui ont mis les actuels dirigeants de la FIFA là où ils sont, vu qu'ils ont, et que tout a commencé par le refus d'attribution de la Coupe du Monde du Qatar, aux États-Unis. Voilà, on se rappelle tous de la réaction de Clinton au moment de l'enveloppe du Qatar. Voilà, c'est un peu normal dans la tête des gens de la FIFA que les États-Unis, après avoir nettoyé tout l'ancien stade, préfèrent cette Coupe du Monde. Voilà, ça on le savait. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où ils sont prêts à aller pour diriger le vote vers cette direction. Voilà. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de papiers, y compris dans la presse américaine, qui disent que la candidature américaine souffre d'un grand problème, qui est que aujourd'hui, les États-Unis froissent beaucoup de susceptibilité par rapport à leur capacité à accueillir les peuples du monde. Voilà. Et que ça ne soit pas une candidature très populaire aux États-Unis. C'est-à-dire les gens, ils sont un peu... Alors maintenant, les sujets sont très... résument tout, y compris Hervé Penaud. Maintenant, la question que je me pose et que je vous pose, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le levier que tu peux avoir par rapport à une commission qui est toute puissante et qui va te dire ton dossier technique n'est pas valable? Voilà, imaginons ça, parce que tout a été dit, y compris le fait que les États-Unis ont tout fait pendant plusieurs semaines pour ne pas arriver au vote et que potentiellement ils sont en train de quasiment y arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, c'est la question que j'ai envie de poser. On peut faire rien du tout que de dénoncer tout cela. De toute façon, la CAF, qui fait partie, bien sûr, de la FIFA, et Ahmed, qui est un des vice-présidents de cette fédération internationale de football, pose cette question et on essaye, bien entendu, de se défendre comme on peut. Mais tout ça, cette réaction même du Maroc et de la CAF, on va dire, puisqu'il s'agit plutôt d'une candidature africaine, limite a commencé à énerver même Gianni Infantino. Je vous cite sa déclaration: « Je m'occupe de l'évaluation de candidature depuis plus de 20 ans à différents postes et je mets quiconque au défi de trouver une organisation qui gère un processus plus objectif, plus transparent et plus juste. » Parce que là, on n'est pas en train de parler de corruption et tout ça. Là, on est en train on est en train de tricoter un processus à la taille d'un candidat. Et on est en train de privilégier et d'avantager un candidat plutôt qu'un autre. On sait par nos sources qu'il y a des critères qui ont été modifiés, qui ont été modifiés pour être adaptés. Bon, tout le monde sait ça. Quand on a envie de privilégier une offre sur une autre, on met des critères qui sont présents dans l'offre qu'on aime et pas présents dans l'offre qu'on aime. Et juste pour l'anecdote, le fameux critère, par exemple, c'était la distance maximale entre un aéroport et un site, un stade, c'était 90 km. Pour un stade marocain, c'est 91 km. Donc, maintenant, on ne répond pas en or. Il faut aussi, quitte à froisser la susceptibilité de mes compatriotes et agresser un peu leur certitude, je suis désolé, mais c'est pas non plus complètement absurde qu'on imagine que techniquement les États-Unis sont plus près que nous. Voilà. Mais tout le monde est d'accord, là. Non, mais la Coupe du Monde des États-Unis, elle peut se jouer cet été. Mais sauf que aujourd'hui, il faut dire ça aussi. C'est important de le rappeler, parce que. Mais là, la FIFA, mais de tout temps, Reda, je voudrais vous rappeler. Non, la FIFA, quand elle vient inspecter, bien sûr que les stades ne sont pas faits. Les stades n'étaient pas faits au Qatar, n'étaient pas faits en France, n'étaient pas faits en Allemagne, n'étaient pas faits au Brésil, et ils n'étaient pas faits en Corée du Sud et au Japon. Quand la Coupe du Monde a été attribuée à ces pays. Et je ne parle que des dernières éditions. Donc aujourd'hui, on ne va pas juger le dossier marocain au même pied d'égalité. On parle de faisabilité, mais pas de réalisation. On souffre aussi. Par exemple, le stade de Marrakech, on a expliqué lors de la dernière Coupe du Monde qu'on allait le faire même si on n'avait pas la Coupe du Monde. On l'a fait. Ouais, moins deux accès à l'autoroute qui font qu'il y a des embouteillages. C'est-à-dire qu'on a fait les choses à moitié. Je suis désolé de le dire, mais mais c'est bien. C'est la réalité. C'est-à-dire que c'est un stade qui n'est pas fini. Voilà. C'est un stade qui n'est pas fini. Pourtant, on s'est présenté devant l'opinion publique en disant, même si on n'a pas la Coupe du Monde, ces stades seront construits, ces stades seront... On souffre de ce parc qui est... Tu as beau me dire qu'il n'y avait pas de stade non plus en Russie, je ne pense pas qu'ils partent du même point. Je ne pense pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas. Mais c'est juste ma perception. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une Coupe du Monde au Maroc, mais je comprends aussi que ça puisse donner à la FIFA quelques angoisses. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et je le regrette, la Coupe du Monde n'est plus la grande fête mondiale qu'on donnait à un pays comme à l'Argentine 78, ou bien quand, la Colombie se désiste, on trouve le Mexique à la dernière minute, et il y a 24 équipes, et tout le monde rigole, et ça se fait à la bonne franquette et c'est bon enfant. Aujourd'hui, ne me demande pas pourquoi, je suis le premier à le regretter, la FIFA est devenue une énorme machine à cash, qui est capable d'imposer à des pays des changements de constitution, comme ils l'ont fait au Brésil, pour être capable de respecter le règlement, qui arrive avec un cahier des charges de malade, et qui n'est obsédé que par une seule chose, qui est ni la promotion du sport, ni l'amour du jeu, mais optimiser les revenus. Je ne sais pas comment la dérive s'est faite, je ne sais pas à quel moment nous on a décidé, amoureux du foot, ou bien les footballeurs, ou bien les supporters, ou bien que c'est devenu une espèce de spectacle télévisuel unique qui n'était là que pour enrichir certaines poches. Je ne sais pas quand ça a été décidé, mais aujourd'hui c'est comme ça. Alors ne me parle pas des vieilles Coupes du Monde, parce que ce qui va se passer à partir de maintenant avec 48 équipes, c'est réservé, en tout cas dans leur optique, à un club fermé, et on n'est plus dans la fête mondiale sympathique, et je le regrette autant que toi. Mon cher Hilal. En plus, la candidature commune n'a pas laissé de bons échos. Vous vous rappelez en 2002, limite, c'était plus d'actualité. Mais aujourd'hui, et l'une des premières déclarations, avec Japon-Corée. Japon-Corée, c'était un fiasco total. Sauf que le jour
le jour même où Gianni Infantino et la FIFA a bien sûr validé le principe d'une Coupe du Monde à 48, ils le disaient eux-mêmes, hein, avant même qu'il y ait cette candidature du Maroc pour déranger celle de United, que maintenant, désormais, il faut plutôt privilégier les candidatures, les doubles, voire même Mais on a compris, 48 équipes. Leur obsession, elle est claire. C'est comme, tu sais, les concours de chant pour les enfants où tout le monde gagne. Il faut que tout le monde gagne longtemps. Il faut qu'il y ait le maximum de spectateurs, le maximum de matchs, y compris si on perd. Et on est devant l'affrontement classique, j'ai envie de dire tragique et homérique, entre le sportif et le financier. Voilà. Le sportif veut de la rareté, le sportif veut de l'exceptionnel, et le financier veut des matchs sans arrêt, y compris et des gens qui gagnent tout le temps, même s'il n'y a rien à gagner. Voilà. Et là, on est là-dedans. Et ces 48 équipes sont typiquement une dérive qui est liée à la victoire l'argent sur le sport. Juste. Parce qu'en plus, sur un plan géopolitique, les relations conflictuelles entre Washington et Mexico et la figure aussi clivante du président américain joue en notre faveur. Ouais. Je pense que c'est maintenant ça qu'il y a le vote blanc, elle joue moins en notre faveur. Voilà, justement. C'est ça qui fait peur. Voilà, d'où ce vote blanc qui est très, très, très compliqué. C'est le bien et fondé. juste pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, c'est autre décision vraiment qui ne plaît pas du tout à la CAF et au dossier marocain, c'est que maintenant, si jamais le dossier du Maroc passe, le cut, et que il y ait vote le 13 juin, il n'y aura pas que à choisir entre deux dossiers seulement, mais il y aura aussi un bulletin blanc. Donc voilà, c'est-à-dire si, comme on parle de cette politique assez clivante des États-Unis aujourd'hui, le personnage du chef de l'État, etc., les gens ils vont dire on ne vote pas pour l'Amérique, on ne vote pas non plus pour le Maroc, et on va avoir un vote blanc. Et puis, bien sûr, ce poids et cette importance de cette commission qui va visiter le Maroc mi-janvier, avec notamment un ancien joueur, un ancien Milanais, Zvonimir Boban, une commission d'évaluation au rôle et à la puissance. Voilà, exactement. Non, parce que Boban, attention, Boban, c'est un joueur, bien sûr, un grand joueur. C'est aussi quelqu'un qui est une figure importante, politique, etc. C'est quelqu'un qui s'est construit au-delà de l'image qu'on peut avoir d'un joueur. Mais bon, l'idée qu'une commission comme ça puisse venir éliminer une candidature qui a été acceptée jusqu'au vote 4 fois, ça serait surprenant. C'est-à-dire qu'on est arrivé au vote, maintenant on ne peut pas arriver au vote. Et sincèrement, je pense que moi, si j'étais dans le comité d'organisation, je préparerais une contre-pression, mais aujourd'hui. Parce que si jamais on en arrive là, ça serait vraiment une sale manœuvre. Hein. Il faut agir. Il faut agir. Il ne faut pas attendre la décision et puis réagir, ce sera trop tard. De toute façon, c'est malsain. Ça n'a aucun on le sent d'ailleurs, et ça avait commencé. C'est ça, c'est pour ça qu'on a l'impression que, et c'est malheureux à dire, que la FIFA ne se cache même plus, parce que ça avait commencé par cette décision très controversée aussi d'interdire lors du CHAN et du congrès de la CAF, de la Confédération africaine de football, et lors également du symposium du football africain que j'ai eu l'honneur de présenter, c'est d'interdire à la CAF de manifester son soutien à sa propre candidature, c'est-à-dire à la candidature du Maroc. Et comme par hasard, quelques jours plus tard, ou deux semaines après, il y a eu cette réunion de la COSAFA, c'est-à-dire la Confédération des fédérations d'Afrique du Sud, etc., et où United est venu faire carrément une présentation de son dossier pour, bien sûr, sensibiliser ces pays au vote américain. On a 20 secondes, vas-y. Non, mais voilà, il était clair qu'on a peut-être été un peu naïf, en tout cas moi, de penser que la FIFA allait lâcher la main sur l'organisation de la plus grosse pompe à argent de son histoire. Voilà. Elle n'a pas lâché la main, elle a juste décalé sa façon qu'elle avait de garder le contrôle. Et elle gardait le contrôle des fois grâce à des procédés, on le sait, aujourd'hui, officiellement, illégaux. Voilà, illégaux, sauf que on est, en tout cas, je pense espérer qu'il n'y ait pas que l'illégal s'arrête qu'au niveau du processus. Merci beaucoup. Hilal Taher, c'était un plaisir de t'avoir avec nous à chaque fois, avec ton regard pertinent et perçant sur réhabilitation de Belen. Exactement. Et
la réhabilitation de Belenda. Merci beaucoup aussi Reda pour tes précisions, que ce soit footballistique, mais au niveau aussi des chantiers, des étanchéités. On oublie que Reda, et tout le monde peut-être ne le sait pas, est d'abord un ingénieur avant d'être un passionné de football. Merci beaucoup les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du club. Ciao.